Bonsoir. Donc, comme l'a indiqué Françoise, donc je vais vous parler des essais qui ont été faits depuis environ 25 ans pour essayer de détecter la matière noire de l'univers. Donc, un tout petit lien en trois transparents avec ce qui précède. Donc, au départ, remontant aux années 30, donc on voit qu'il y a un très gros problème dans la dynamique de l'univers. Au départ, on a des grandes incertitudes et a priori, donc, la matière qui manque est noire, ne se voit pas. La matière noire, la matière pas noire est représentant, même encore aujourd'hui, dans les estimations, moins d'1% de la densité d'énergie de l'univers. Alors, donc, cette figure animée au niveau des clusters de galaxies, c'est évidemment hors de question de la voir, mais c'est un peu ce qu'on essaye de voir à la fois donc, dans les structures et dans les galaxies à travers des décalages de raies, à travers des profils de vitesse. Donc on va supposer ça comme ingrédient et la représentation que je vais utiliser pour la suite, c'est ce nuage coupé en deux, entourant à grande distance la partie visible de la galaxie, s'étendant typiquement sur un rayon 5 fois supérieur au rayon observable de la galaxie. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même des données jusque dans les régions relativement peu denses de la galaxie et on peut mesurer ces courbes de vitesse relativement loin. Mais au départ, il faut se poser la question de savoir si c'est du gaz, des étoiles sombres ou des particules exotiques. Donc le gaz, ou disons quelque chose de ionisé, c'est difficile à cacher. Du gaz, Françoise sait bien, elle a essayé de le cacher sous forme moléculaire. Ce n'est pas totalement exclu, mais ce n'est quand même pas tout à fait évident non plus. Des particules exotiques, c'est le sujet principal d'aujourd'hui, c'est de voir si ces particules existent, comment on peut les détecter. Alors, en parallèle de ces observations astrophysiques, les observations qui sortent des mesures cosmologiques, là j'ai pris Planck parce que Planck HFI a vraiment un leadership français et donc il faut en faire de la publicité et c'est d'extraordinaires résultats. Il va y avoir d'ailleurs un résultat important dans quelques jours. Les mensurations de l'univers dans le cadre d'un modèle standard, parce que certaines des hypothèses peuvent être fausses, Françoise l'a rappelé dans son cours, deviennent tout de même extrêmement précises. Dans le cadre d'un certain modèle, on est à des précisions de l'ordre du pourcent, à la fois sur la proportion de ce qu'on appelle, faute de mieux, l'énergie noire, la matière noire environ 27%, et la matière ordinaire 4,5% ou un peu plus. Et on peut même contraindre de façon indirecte, mais quand même précise, le taux d'expansion de l'univers et regarder si les autres déterminations collent ou pas. L'âge de l'univers aussi est précis. À nouveau, dans le cadre d'un modèle à 6 ou 7 constantes, qui est vrai ou pas, mais qui colle avec les données de façon impressionnante. Donc vous voyez que, parce que souvent il y a une confusion sur les 85, 15% et 4,9%. Donc il y a un total d'environ 31% ou 32% de matière pour un petit peu plus de 68% d'énergie noire. Et à l'intérieur de la matière, donc des 32% de la matière, les 5% ou un petit peu moins d'atomes représentent ces fameux 15%. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on sait, sauf à s'être trompé complètement de la description, qu'il y a une matière non baryonique, non ordinaire, dont il faut trouver l'origine. Et au départ, on pouvait avoir des candidats relativement classiques, les neutrinos massifs, et puis on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure qu'on a progressé, on les a exclus. Et c'est ce qui est décrit par cette plaisanterie qui est le Big Bang. La composition de l'univers est quand même plus compliquée que ce qu'on pensait au départ quand on a commencé cette recherche, où on avait une vision assez simple, oméga égale 1 pour des raisons de simplicité, matière noire et matière ordinaire, et tout ça collait bien. Alors, après, il y a d'autres contraintes dont je n'ai pas parlé, qui sont les contraintes de nucléosynthèse. À nouveau, là, on a, Françoise avait fait allusion dans son cours d'introduction, les contraintes de nucléosynthèse marchent relativement bien, en tout cas si on regarde l'énorme différence
d'ordre de grandeur entre les différents composants, c'est tout de même relativement impressionnant. Il y a des tensions sur les éléments, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Les gens doivent se prendre conscience du fait qu'on est extrêmement contraint par l'observable hélium 4, l'observable deutérium, l'observable hélium 3, je dirais que c'est très, très mal défini, et l'observable lithium qui marche mal. Mais peut-être qu'on a des raisons de comprendre pourquoi elle marche mal. Il y a un décalage d'un facteur à peu près 3. Donc la première chose qui a été faite dans mon ancien laboratoire, qui était le DAPNIA à l'époque, c'était de regarder si, donc avec 2 programmes, en lançant un programme de détection des WIMPs et puis en lançant un deuxième programme de recherche d'étoiles sombres, savoir si dans notre galaxie, la matière noire pouvait être de la matière ordinaire ou si le gap devait être, la différence d'un facteur 6 devait être comblé par quelque chose d'autre. Donc sur la matière ordinaire, on utilise l'effet de Lansing, de lentille gravitationnelle, donc que les gens commencent à bien connaître avec ce qu'on appelle le weak Lansing, même le strong Lansing des arcs gravitationnels vus aux alentours des clusters qui agissent comme des lentilles sur les objets qui sont dans le fond. Si on applique ça au niveau galactique, on ne voit rien, hein, parce qu'il n'y a pas assez de distance, il n'y a pas assez de masse pour voir les choses. Par contre, on peut quand même réutiliser l'idée, et ça a été l'idée de Alcock et Paczynski à la fin des années 80, au début des années 90, je ne me souviens plus très bien, qui est de dire que si on a à l'intérieur de la galaxie ou à l'intérieur de la galaxie et un nuage proche, comme le nuage de Magellan. Pourquoi le nuage de Magellan? Parce que c'est une galaxie naine, une mini-galaxie satellite de la galaxie, et toutes les étoiles ont le bon goût d'être à peu près à la même distance de nous. Et du coup, ça enlève une incertitude du bras de levier entre nous et l'objet cible. Donc si une étoile sombre passe entre nous et une des étoiles à distance relativement bien déterminée, il y aura un effet de lentille qui peut se calculer en fonction des 2 bras de levier, notre position, la position de l'objet défléchissant la lumière, et puis l'objet, l'étoile qu'on regarde derrière. Donc on peut faire des calculs sur le nombre d'événements attendus en fonction de la masse de l'objet et en fonction de ses distances. Et puis regarder, il faut regarder, c'était un programme quand même assez colossal, plus de 10 ans de mesure, des dizaines de millions d'étoiles au total, observées dans donc, ces 2 objets qui sont à des distances de 63 kPa, c'est-à-dire donc à peu près 200 000 années-lumière, et puis 52 kPa. Un peu plus environ 160 000 années-lumière. Et nous, on est donc, vous voyez, un petit peu sur le bord de la galaxie, à environ 8 kPa du centre. Et le bottom line, comme disent les anglo-saxons, après 10 ans de mesures, c'est que les Américains ont essayé de garder le suspense jusqu'au bout et de dire qu'il pouvait peut-être y avoir en tirant à l'extrême 40-50% dans une faible zone de choses qui auraient dû se voir d'ailleurs, parce que vous voyez qu'ils ont entre eux, qu'est-ce qu'on va dire, 0,3 masse solaire et une masse solaire, la partie jaune. Hein. Et en fait, l'expérience principalement française, il y avait quelques collaborateurs étrangers, qui s'appelait Eros, a laminé complètement en utilisant en fait des champs de vision qui étaient moins chargés que le champ américain qui avait choisi plus d'étoiles, mais aussi plus de confusion d'étoiles. Et donc, en fait, le résultat français est finalement le meilleur résultat mondial. Et vous voyez qu'entre des masses inférieures à la masse de la Terre, parce que la masse de la Terre représente environ 2 millionièmes de la masse du Soleil, donc elle est dans la partie gauche de la figure, là, à peu près à hauteur de 10%. On ne peut pas avoir plus de 10%, même si on les cache dans des masses complètement ridicules et pas du tout des masses qu'on attend pour des étoiles sombres, jusqu'à des masses qui sont suprasolaires, qui là
soit c'est des trous noirs et ils devraient agiter considérablement la galaxie si vous en avez un grand nombre, et là ils ne se verraient pas autrement que par cette agitation probablement, soit ils sont de l'ordre de la masse solaire et on devrait les voir. Donc il y a une contradiction assez considérable. Voilà. Donc si ça n'est pas de la matière ordinaire, si on n'arrive pas à le cacher, il y a peut-être des loopholes, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire des zones d'ombre peut-être sur certains endroits dans le gaz moléculaire. Hein. On ne peut pas exclure absolument toutes les possibilités, mais la majorité, en fait, dès 1995 à peu près de la communauté, s'est dirigée vers la recherche d'une matière pas ordinaire. Pourquoi? Parce qu'on ne la voyait pas localement dans les objets raisonnables, et parce que de toute façon, on sait qu'au niveau cosmologique, il y a le problème. Il y a un problème au niveau de la nucléosynthèse, et puis plus tard, à partir des années 2000, les mesures cosmologiques graduellement avec COBE, WMAP, etc., qui sont arrivées. Et puis maintenant Planck, qui donne les mesures les plus précises, on a des contraintes extrêmement fortes et on sait qu'il y a un problème global. Alors donc la première hypothèse, c'est de dire que l'EP, donc le précurseur du LHC, le même anneau de 27 km de diamètre au CERN, lui, il peut vous exclure en gros les neutrinos, ou alors ça ne s'appelle plus des neutrinos, jusqu'à la moitié de l'énergie du LEP, donc jusqu'à une quarantaine de GeV. Alors, je ne sais pas, suivant la sécurité qu'on met, on peut discuter de la limite précise, mais 40 fois la masse du proton est exclu comme neutrino, tout ce qui est en dessous, parce qu'on devrait le voir comme le nez au milieu de la figure. Voilà. Donc vous pouvez avoir éventuellement des neutrinos très massifs, au-delà de cette masse, mais dans ce cas-là, si vous les appelez de neutrinos, vous connaissez directement, dès que vous connaissez sa masse et sa section efficace, est complètement fixée par le caractère de l'interaction faible. Or, on devrait voir, même si le neutrino interagit très faiblement, nos expériences sont des expériences qui sont 10 000 fois, 100 000 fois plus sensibles que la sensibilité qu'il faut pour voir des neutrinos. Donc du coup, en fait, on s'est dirigé vers ce qu'on appelle les WIMPs, les Weakly Interactive Massive Particles, particules massives interagissant faiblement. Donc ça, c'est un jeu de mots américain sur la WIMP, c'est la mauviette, et puis en plus, c'était Bush à l'époque qui était président des États-Unis, qui était souvent traité de WIMP. Voilà, ça c'est une plaisanterie interne aux Américains. Et alors, il y a quand même un intérêt autre que la plaisanterie avec les WIMPs, c'est qu'il y a ce qu'on appelle WIMP Miracle, auquel Françoise a fait allusion dans sa séance inaugurale, que je résume ici. Quand vous êtes à très très haute température, que vous ne pouvez a priori pas éviter quand on se rapproche en remontant dans le temps dans le Big Bang, vers le Big Bang, vous êtes à l'équilibre thermodynamique et là, vous connaissez dès le départ le nombre de particules par unité de volume parce que c'est comme les photons, hein, à des petits facteurs d'espace des phases que je ne décris pas après. Tout le monde est égal, la masse ne joue plus et hop, en avant, et on connaît le nombre. C'est ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique. Quand vous tombez en dessous de la masse, quand la température descend en dessous de l'énergie de masse, la température, donc K Boltzmann T, exprimée comme une énergie, comme une unité de masse mc2, la masse, donc, pour avoir deux énergies qu'on compare, il y a un facteur de Boltzmann jusqu'au moment où les particules sont suffisamment diluées dans l'espace pour ne plus se voir et ne plus s'annihiler avec leurs antiparticules. Et là, miracle, quand on prend des particules d'interaction faibles, typiques des interactions faibles, on remplit naturellement les densités qu'il faut pour résoudre le problème de la matière cachée, pour avoir des densités de l'ordre de la densité critique. Pas exactement, il y a une sorte de fine-tuning qui reste, mais quand vous mettez les masses de WIMPs qu'on attend entre la masse prévue, exclue déjà par le LEP, et puis le maximum de la masse qui ne peut pas être, quand Françoise parlait tout à l'heure d'une limite aux alentours du TeV, ce n'est pas un très bon signe pour la supersymétrie, parce qu'il y a des limites d'unitarité. Et on sait que la fourchette, elle doit être
on peut peut-être l'étendre un tout petit peu, mais de l'ordre de 50 à 500 GeV, ou alors il faut vraiment changer de modèle. La vitesse, elle est fixée par ce qu'on appelle le théorème du viriel, l'équilibre à l'intérieur de la galaxie. Il peut y avoir des petits effets d'entraînement, etc., mais l'incertitude est relativement faible. Et puis les sections efficaces, ça aurait dû être un sigma, mais je ne sais pas si ça ne marche pas dans PowerPoint. C'est des sections efficaces, donc d'ordre de l'interaction faible avec des corrections pour la masse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit qu'on allait essayer de détecter dans l'environnement contrôlé d'un laboratoire, donc pas juste avec des mesures d'observation sur des objets lointains où on ne peut pas agir, mais avec des interactions directes dans le laboratoire, par une technique qui a été proposée en 2 temps par Druckier et Stodolsky en 1984 pour les neutrinos massifs et repris un peu de façon opportuniste, mais on ne prête qu'aux riches, par Goodman et Witten l'année suivante. Là, c'est plutôt Goodman et Witten qui en ont récupéré la notoriété, mais en fait, l'idée était donnée complètement par Druckier et Stodolsky. Donc, l'idée est représentée là. Vous avez un noyau. Le WIMP a une masse pas très, très différente du noyau. Il a une masse entre un noyau moyen et un noyau extrêmement lourd, enfin, même plus lourd que les plus lourds des noyaux qu'on sait faire, mais comparable. Et ces WIMP, s'ils allaient taper sur un électron, on ne verrait vraiment rien, de l'ordre de l'électron-volt, et on aurait un mal fou à le détecter. Par contre, quand ils tapent sur un noyau, on a, je vais vous montrer la figure juste après, des reculs entre quelques kiloélectronvolts, typiquement, ça peut évidemment tomber à 0, mais c'est assez rare, et quelques dizaines de kiloélectronvolts, donc détectables. Difficile, mais détectable. Et là, on a plusieurs techniques envisageables. La technique de l'ionisation avec les détecteurs semi-conducteurs en particulier, mais aussi les gaz nobles, xénon, argon, néon. La technique avec les scintillateurs composites comme le iodure de sodium, qui est bien connu dans les mesures de radioactivité d'environnement. Et puis des techniques de mesure de chaleur avec ce qu'on appelle les bolomètres, qui servent aussi pour Planck, qui servent aussi pour un grand nombre de mesures astrophysiques. Et il y a des mesures après mixtes qui combinent, et c'est en fait là la grande avancée par rapport au début, on a gagné un facteur 1 million à peu près en sensibilité par rapport au départ. Pourquoi? Parce qu'on a combiné 2 mesures. En fait, les seules mesures compétitives qui restent aujourd'hui, en général, sont des mesures où on combine une mesure d'énergie totale avec une mesure de lumière, scintillation, voilà, une mesure complémentaire. Alors, sur les énergies typiques, voilà en gros ce qu'on attend suivant. Évidemment, la nature vous impose des cibles. Silicium, là j'en ai pris quelques-unes, vous pouvez prendre votre propre cible si vous voulez, de l'hydrogène si vous voulez. L'hydrogène, vous pouvez prévoir que ça ne sera pas très efficace, pour la raison que si vous attaquez une balle de ping-pong avec une grosse boule de billard, le transfert d'impulsion n'est pas bon. Vous ne ralentissez pas beaucoup la boule de billard, hein, qui est trop massive pour la boule de ping-pong. Donc le transfert maximum, c'est un carreau, c'est-à-dire que votre boule de pétanque arrive et c'est toute son énergie à la cible, c'est quand et ça n'est possible que, sauf si vous bloquez avec la main la boule de pétanque cible, que si les 2 boules de billard ont la même masse. Donc là, l'accord est parfait et le transfert est maximal. Donc, en fonction de la masse, vous avez des spectres d'énergie et des taux. Donc là, c'était les limites il y a quelques années. Et on a des événements par tonne, par kiloélectronvolt et par année. Donc on voit que les taux sont faibles, hein, parce qu'on est en fraction de ça. Alors après, on regagne un petit peu, parce que si on observe sur des dizaines de keV, mettons 50 kiloélectronvolts, on regagne un facteur 50 par rapport aux taux qui sont indiqués là. Et regardez que, en fait, tout ça, c'est des exponentielles parce que l'échelle qui est à gauche est une échelle logarithmique. L'échelle horizontale est une échelle d'énergie déposée linéaire, mais l'échelle verticale est une échelle logarithmique. Donc, le xénon est très bon en ton parce que c'est un atome lourd et il va réagir de façon cohérente. L'argon est plus léger, il va réagir de façon cohérente plus longtemps. Parce que le risque quand on tape sur du xénon, c'est qu'on ne tape que sur un morceau de xénon. On fasse
reculer pas globalement le xénon, et du coup on perd à haute énergie parce qu'on sait attaquer un morceau du xénon et on ne voit plus le xénon dans son ensemble. Voilà, c'est pour ça que le xénon chute plus rapidement que les autres. Les autres, ils restent cohérents en se déplaçant globalement, si vous voulez, tout au long de ces quelques dizaines de keV. Alors, donc, comme Françoise vient d'en parler, le candidat le plus naturel pour les WIMP, si vous l'observez environ 14 milliards d'années après le début de l'univers, après le Big Bang, c'est une particule supersymétrique, celle produite au LHC, le fameux problème du recollage entre les données du LHC et les données astrophysiques. Il faut que chez nous, elle soit stable. Si elle n'est pas stable, on ne l'a plus et elle est peut-être produite au LHC, mais elle n'est pas intéressante pour nous. Donc voilà, elle doit être stable et il y a des raisons théoriques avec la parité pour supposer qu'elle soit stable. Donc là, je vais vous parler un petit peu des techniques de détection et de ce qu'on a fait au cours de ces années. Donc vous voyez quelques-uns des détecteurs. Et puis je vais revenir un tout petit peu plus en détail sur les différentes techniques. Donc là, il y a l'expérience CDMS qui est à gauche en haut, et on va retrouver des caractères communs à toutes ces expériences. Elles sont dans des endroits un peu sombres parce qu'on est en site souterrain et surtout protégé. Voilà. Et il y a des protections très très fortes à avoir contre la radioactivité ambiante. On voit qu'il y a des objets de cuivre et de polyéthylène pour casser la radioactivité, pour casser les neutrons et les empêcher de se rapprocher des détecteurs. Et on voit que les gens travaillent en salle blanche, dans des combinaisons de salle blanche. Alors, tous ces caractères vont être retrouvés. Pourquoi ? Parce que, je vous rappelle les ordres de grandeur, l'énergie déposée dans le détecteur, ben, ça ressort de la figure que je viens de montrer qui était là, quelques kiloélectronvolts à partir de 0, bien sûr, à quelques dizaines, mettons 50 à maximum 100 kiloélectronvolts. Après, on a vraiment trop perdu. Et par ailleurs, on ne voit plus de façon cohérente la particule. Et donc, disons 50, quelques dizaines de kiloélectronvolts. C'est une énergie faible et donc pas évident à détecter par rapport à la radioactivité ambiante. Un taux très très faible, de l'ordre d'1 tonne par an et par kiloélectronvolt, donc quelques dizaines par tonne par an est intégré sur l'énergie. C'est très faible quand même, et très difficile à observer. Et par exemple, le taux dans votre corps, c'est environ 8000 désintégrations par seconde pour votre corps, une personne moyenne, ça dépend de votre poids et de votre quantité de potassium, et c'est en une constante proportionnelle au poids. Et donc, vous voyez qu'il faut avoir un contrôle à la radioactivité sur des types de milliards de fois plus faibles que le taux de radioactivité naturelle. C'est-à-dire qu'une seule goutte de sueur sur un de ces détecteurs et vous pouvez recommencer ou nettoyer complètement l'expérience. Donc, de choses très importantes, c'est qu'on va agir sur des noyaux, on va avoir des collisions sur des noyaux et pas sur les électrons comme la radioactivité ambiante. Et on va utiliser ça, le fait que le transfert d'impulsion à ces énergies-là fait des noyaux qui sont des fractions de la vitesse de la lumière et pas des toutes petites fractions de l'ordre des millièmes de la vitesse de la lumière et pas de l'ordre du centième ou au-delà, comme dans la radioactivité normale, qui fait des ionisations beaucoup plus fortes. Alors la compétition internationale, quand on avait commencé ça à la fin des années 80, parce que ça remonte assez loin, elle était principalement à l'époque française. Il y avait un groupe italien et puis un groupe aux États-Unis, d'ailleurs dirigé par un Français. On avait commencé la concertation en France l'année précédente, en 87. Bernard Sadoulet est allé créer le premier centre d'astroparticules. On ne l'appelait pas comme ça encore au CEA à l'époque. Et juste après, le CNRS nous a rejoints. Avec les deux expériences qui s'appelaient, à l'époque, je crois que c'était déjà CDMS, Cold Dark Matter Search, et ça ne s'appelait pas encore Edelweiss, si je me souviens bien, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça a été venu un petit peu plus tard. Et puis petit à petit, les collaborations se sont renforcées, et maintenant, vous voyez que c'est un problème assez général, avec pas mal d'expériences. Celles qui sont compétitives sont dans le bloc du haut. Je vais parler de Xénon 100,
qui a longtemps tenu la dragée haute aux expériences, enfin disons relativement tardivement, mais pendant quelques années. Lux, qui est le meilleur résultat mondial actuellement. Les deux premières sont des cibles de xénon. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et puis après, les deux suivants sont ceux qui avaient commencé, Edelweiss 3, donc la troisième version de l'expérience, et puis Super CDMS, on passe de CDMS à Super, et puis après Hyper CDMS, ils veulent changer de nom. Voilà. Les autres, si on peut les commenter aussi si vous avez des questions, mais ils sont beaucoup moins compétitifs. Certains ne sont pas très crédibles, à mon avis. Donc, détecter les WIMPs à cause de ce que j'ai dit sur les 3 caractères, faible énergie, très très faible taux, et puis pureté radioactive des matériaux nécessaires, il faut aller dans un site souterrain, éviter les muons cosmiques qui vous traversent, où il y en avait à peu près une centaine par seconde qui vous traversent, chaque seconde, vous, dans votre corps. Et ça, c'est évidemment très très difficile. Les Américains avaient essayé à Stanford, dans un petit site à une dizaine de mètres sous la Terre seulement, et alors que les Français étaient allés directement au laboratoire souterrain de Modane. C'est beaucoup plus compliqué dans un laboratoire souterrain, mais par contre, le jour où on l'a mis au point, on a dépassé les Américains. Donc, lutter contre le rayonnement cosmique. Pourquoi ? Parce que ce rayonnement cosmique, une fois de temps en temps, la plupart du temps, vous le voyez traverser, il dépose plein d'énergie, donc vous savez que ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Mais une fois de temps en temps, il fait des neutrons et ça traverse le détecteur et ça simule des WIMPs. Les neutrons rapides sont des particules neutres qui ne se voient pas de façon ionisante avant qu'elles aient interagi dans votre détecteur. Et elles peuvent simuler, pas complètement, mais quand même de façon assez proche, les WIMPs. Donc, s'abriter sous une montagne, typiquement, les gens gagnent quelques dizaines de milliers à quelques millions de fois. Le laboratoire souterrain de Modane, c'est 2 millions par rapport au flux qui est ici. Donc de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de milliers de fois d'atténuation du rayonnement cosmique qui devient très très faible. Et s'isoler de la radioactivité, ça c'est valable pour tout le monde parce que où que soit l'expérience, il faut purifier à l'extrême les matériaux. Donc pour donner une idée, le laboratoire souterrain de Modane, c'était pas très facile de prendre une photo, donc j'ai mis un dessin, ça fait un truc de 30 mètres de long, 11 mètres de haut et 10 mètres de large. Et la mine qui est dans une ancienne mine de fer de Soudan. Et Lux était une ancienne mine d'or du Dakota du Sud. Voilà, on réutilise soit des tunnels, qui est d'accès plus facile, soit des mines, et il faut en général descendre dans des puits de mines, et ce n'est pas très facile à monter les expériences. Et donc, je vais parler, disons, de ces deux expériences dans le début pour vous faire comprendre un peu quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est, regardez, donc, là, ces expériences mesurent. Sur l'axe vertical, vous avez l'ionisation, ou plutôt l'ionisation par unité d'énergie, pour avoir des choses qui sont à peu près constantes en fonction de l'énergie. Donc, quand c'est vraiment constant, c'est des barres horizontales. Et le 1, c'est la référence des électrons. Un électron, c'est quelque chose qui ionise de façon standard. Par unité d'énergie, ça laisse toujours le même nombre d'électrons. La radioactivité standard laisse. Et les WIMP laissent de l'énergie dans la partie basse, c'est-à-dire aux alentours de 0,3. Et alors vous voyez que là, ce n'est plus une barre horizontale, c'est une barre qui s'incurve un peu vers les basses énergies pour des raisons qui sont parfaitement comprises, qui sont liées au fait que plus on va à basse énergie, moins on va vite et moins on ionise, parce qu'on est de moins en moins en résonance avec les électrons du matériau. Et donc le pouvoir d'ionisation, qui était déjà faible pour un recul de noyau, qui va nettement moins vite que la vitesse de la lumière, qui va à peu près au millième de la vitesse de la lumière, là tombe encore. Et si vous alliez très très loin vers la droite, à la fin, ça regagnerait le 1, mais très 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 loin, à plusieurs méga-électronvolts. Voilà. Et là, dans le cas du germanium, la séparation est quasiment parfaite. Alors vous me direz, il y a des choses entre les deux, mais en fait, ces choses entre les deux sont justement des mixtes, c'est-à-dire, vous voyez qu'il y a des espèces de moustaches là, qui sont un mélange entre les reculs nucléaires associés à une émission gamma
sur des raies qui sont connues dans le germanium, et ils viennent peupler de façon naturelle. Mais si on prend un WIMP et pas un neutron qui excite le matériau, eh bien, on a encore un petit peu de ces événements multiples, mais très faibles, et on n'a plus que la partie basse, et la séparation est gigantesque, c'est-à-dire supérieure à, il en reste moins d'un 1 sur 100 000. Par rapport au départ, ce qu'on envisageait au départ comme performance, c'est absolument remarquable. Je crois que maintenant, on doit arriver même à 1 sur 1 million. Donc là, la séparation est parfaite pour l'isoler et se débarrasser du bruit de fond radioactif pour essayer d'isoler et d'observer un signal de WIMP. Voilà. Pour vous donner une idée, le premier détecteur d'Edelweiss, c'était un truc de 320 grammes que vous voyez là. C'est un bloc de germanium dans un semi-conducteur qui apparaît plus ou moins comme un métal. Ce n'est pas tout à fait un métal, c'est juste au bord des métals. Et on arrive à mesurer là l'élévation de température, qui est quand même 1 millionième de degré, une certaine performance, et quelques dizaines à quelques centaines d'électrons. Voilà. Alors les détecteurs les plus récents, ils sont plus gros aujourd'hui, et ils sont là, c'est des choses de 800 grammes, on ne pense pas aller trop au-delà pour des raisons de compromis, puis ça devient plus coûteux de fabriquer des détecteurs au-delà du kilogramme. C'est des détecteurs qui savent se débarrasser d'un bruit de fond qui était gênant, qui est celui qui tombe sur la surface du détecteur, et en fait, les Américains ne s'en vendent pas, mais ils ont repris quasiment intégralement les designs français. Et le cryostat qui est là, c'est le même type de cryostat, enfin un cryostat qui ressemble beaucoup au cryostat qui était fait pour le cryostat de Planck. Et c'est la personne qui est là, c'est Alain Benoît, qui est, Alain Benoît, qui est le designer du cryostat de Planck et le cryostat d'Edelweiss que vous avez là. Donc en fait, il y a des sortes de cross-fertilisation entre ces recherches initialement très ésotériques qui servent après à des observations d'un autre domaine. Pour vous donner des idées un peu de ce à quoi ça ressemble, donc vous voyez qu'à nouveau, les gens sont en salle blanche. Il faut absolument éviter les moindres dépôts de sueur issus à l'intérieur des combinaisons et pas à l'extérieur. Ils n'ont pas le droit à ça, et ils installent ces objets qui vont descendre à la température de moins de 20 millièmes de degré absolu, c'est-à-dire donc environ un 15 millième de la température ordinaire. Voilà, donc dans ces détecteurs-là, vous avez en fait la partie verte que vous voyez à gauche, c'est détecter les derniers rayonnements cosmiques qui arrivent à passer quelques dizaines par jour, contre des millions et des millions si vous étiez ici, au niveau du sol. Donc ça, c'est fait par le laboratoire de Karlsruhe. Après, il y a casser le flux des neutrons qui sortent de la roche. On ne peut pas éviter en fait qu'il y ait des neutrons. On peut les limiter pour ceux qui sont produits ici. Vous êtes dans un gaz de neutrons qui dure longtemps. Donc qui est en permanence ici. Les gens souvent s'intéressent à la radioactivité des centrales nucléaires, mais il y a une radioactivité ambiante qui est assez forte, surtout quand on est dans des maisons en granit. Et là, vous avez des schistes, le pire, c'est le Mont Blanc qui est dans le granit, mais même dans les schistes des Fréjus, il y a pas mal de neutrons qui restent, comme dans tout endroit, quasiment à Paris et en France. Voilà, donc il faut casser cette radioactivité naturelle avec les objets blancs qui sont en fait du polyéthylène, c'est-à-dire à nouveau casser les neutrons qui ont la masse à peu près du proton. On met des protons parce que c'est le meilleur transfert, c'est le carreau dont je parlais tout à l'heure dans la pétanque. Si on met un proton en face à un neutron, ça transfère très très bien l'énergie et ça casse très très bien l'énergie. Tout ce qui est nettement plus lourd, ça casse très très mal. Voilà. Donc après, de façon plus proche vis-à-vis du cœur, vous avez du cuivre ultra pur. Et puis après, vous avez les détecteurs eux-mêmes qui sont en germanium, qui sont extrêmement purs. Parce que par fusion de zones, on arrive à faire dans les semi-conducteurs où il y a une industrie du semi-conducteur, où là, la pureté est très importante pour la dissipation et le fonctionnement du système électronique. On a une expérience très forte de la purification.
Donc si on regarde les sensibilités, le record aujourd'hui, c'est Lux qui est la courbe jaune que vous voyez à peu près au niveau de 10-45. 10-45, qu'est-ce que c'est? C'est très en dessous les neutrinos. Les neutrinos, ils sont au niveau de 10 puissance, moins 40, moins 41. On est un facteur 10 000 en sensibilité par rapport aux neutrinos massifs. Vous voyez, en Edelweiss, dans les années 2000-2004, c'était 10-42, c'était rentré dans les premiers domaines de supersymétrie. Vous voyez qu'on est aujourd'hui à quelque chose qui est un facteur 1000 par rapport à la performance qui était déjà considérée comme assez considérable d'Edelweiss dans ces années-là. Donc on a en 2 fois progressé d'un facteur 100 à 1000 à un facteur 1 million par rapport à ce qui se faisait à la fin des années 80, au début des années 90. Alors Edelweiss reste dans la course, mais dans la mesure où, enfin on va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure, si c'est pas évident qu'il faille continuer indéfiniment dans la mesure où si on ne voit rien au LHC, si on ne voit rien dans les expériences très massives, alors il faut en garder une ou deux pour être sûr, ou voir s'il reste un signal, et se précipiter si on observe quelque chose, soit au LHC, soit de façon crédible dans l'une des expériences, et être prêt technologiquement à mettre en évidence le signal, caractériser la particule. Françoise parlait tout à l'heure de recoller les données astrophysiques, les données d'astroparticules avec les données du LHC. Le LHC sera un objet qui détermine mal la masse des WIMPs pour des raisons de... C'est des protons contre protons, donc des objets relativement sales. Mais par contre, un objet comme un ILC qui se justifierait si on découvrait la supersymétrie, peut-être son coût est trop élevé si on ne la découvre pas, ça coûte quand même de l'ordre d'une bonne dizaine de milliards d'euros. Un ILC, donc avec un objet plus pur, électron-électron, arriverait à faire une production, on est plus et moins, qui soit beaucoup plus précise en masse. Donc ça, il faudrait regarder, mais pour le moment, personne n'a de candidat crédible. Il y avait l'expérience d'AMA, que vous avez peut-être entendu parler en Italie, et je ne dirai pas tout le mal que je pense dans cette expérience. Mais si on me pose des questions, je peux dire pourquoi je pense que c'est vraiment pas très sérieux. Voilà. Donc Edelweiss 2010-2011, après il y a eu un résultat de 2012 qui était un petit peu meilleur que ça, mais le run actuel, c'est de dépasser le meilleur résultat mondial, qui va probablement progresser lui aussi. D'ici déjà la fin de cette année, il devrait y avoir un résultat assez important, et la fin de l'année prochaine. Alors moi j'ai arrêté de diriger cette expérience en 2005 ou 2006, je ne me souviens plus très bien. Donc depuis une dizaine d'années, c'est d'autres gens qui ont repris, mais disons évidemment pour l'avoir un peu monté et créé, j'ai toujours un petit pincement de cœur quand je parle de cette expérience. Alors au-delà, si quelqu'un découvre quelque chose de sérieux, soit dans le xénon, soit dans le germanium, alors tout le monde se précipitera, parce que ces expériences coûtent quand même, l'investissement du LHC, c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros. Alors je suis désolé de parler d'histoire d'argent, mais c'est... voilà, et le CERN coûte quand même 1 milliard d'euros par an. Ça, c'est mon métier d'aujourd'hui qui m'impose de parler de sommes d'argent. Et alors que ces expériences sont quand même un petit peu moins coûteuses. Donc, dans l'équilibre, pour arriver thématiquement à trouver la réponse aux questions, l'énigme de matière noire, énergie noire, je pense qu'il peut être intéressant de trouver un équilibre. Et effectivement, si l'un des deux trouve quelque chose de convaincant, tout le monde se précipitera à la fois dans la détection directe et dans la production des particules. Voilà, donc là je montre en flashant un peu le détecteur de Planck qui a été le cryostat de Planck qui a tourné à une centaine de 110 millikelvin. C'était la première fois qu'on faisait une dilution d'hélium 3 et hélium 4 dans l'espace. On a balancé la production annuelle de l'hélium 3 mondial dans l'espace. C'était un petit peu dommage. Dans le futur, donc, les gens essayent de le récupérer. Une fois qu'il sera dans l'espace, il ne sera pas récupéré, mais par contre, il pourrait durer quasiment indéfiniment avec des systèmes. C'est les développements des gens qui travaillent sur Edelweiss et sur Planck. Et donc là, je vais passer à la compétition avec une
une idée qui a mis beaucoup de temps à marcher, mais qui se révèle très, très convaincante finalement. Pour des raisons d'ailleurs assez compréhensibles. Moi, j'avais des doutes sur le fait qu'ils arrivent à basse énergie à fonctionner, mais en fait, ils ont réussi petit à petit, un peu comme les Japonais avec leurs détecteurs neutrinos, à baisser le seuil et à passer des énergies de plus en plus basses. Donc l'idée, c'est de prendre un liquide. Pourquoi un liquide? Parce que par rapport à un solide, ça a l'inconvénient qu'une fois que vous avez des impuretés dedans, elles y sont, elles y restent, et il faut refondre le système pour arriver à enlever les impuretés. Alors qu'un liquide, vous pouvez le faire passer à travers des tamis et le purifier de façon répétée, et même en améliorant la pureté. Et par ailleurs, il n'y a pas les problèmes de dépôt de surface. Il y en a, hein, parce qu'il y a toujours du radon qui rentre et vous le faites circuler, ça vous ennuie. Radon, c'est ce gaz radioactif qui sort de vos maisons en granit et d'à peu près n'importe quelle roche qui se trouve sous la terre. Donc là, on va avoir du xénon. Le xénon, si on tape dessus, ça se met à scintiller et ça fait un petit peu quelques électrons. Ça dépend de l'énergie avec laquelle vous tapez. Et ça donne, cette lumière se propage quasiment instantanément, quelques nanosecondes jusqu'au bord du détecteur. On parle là de masse d'une centaine de kilogrammes à quelques centaines de kilogrammes, donc c'est quelques dizaines de centimètres. Donc quelques dizaines de centimètres, c'est un milliardième de seconde. En un milliardième de seconde, vous avez l'information au bord qui vous dit qu'il s'est passé quelque chose. Donc à ce moment-là, vous mettez vous avez déjà un champ électrique, vous le dérivez les quelques électrons qui sont arrivés, c'est les flèches bleues vers le haut, et vous les transportez de façon verticale jusqu'au bord du détecteur. Voilà. Donc cette dérive de charge se fait et arrive à une interface entre le liquide et la vapeur. Et là, on sait extraire un seul électron du liquide. C'est quelque chose qu'on sait faire depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, le précurseur de ça, c'était Yannick Giammattari à Saclay qui a fait la première expérience. Et donc maintenant, c'est fait de façon relativement routinière. On met un champ électrique élevé, on arrive à complètement extraire, éjecter du liquide un électron. Et là, on l'amplifie, on fait une avalanche. Et on détecte la lumière de l'avalanche, c'est-à-dire un signal proportionnel à la charge qui passe et qui est beaucoup plus gros, c'est ce qu'on appelle le signal S2 que vous voyez là, que le petit signal S1 très rapide du début. La lumière directe et la lumière dite proportionnelle à la charge. Et là, quand vous avez ces deux signaux, vous avez le principe de la séparation. Donc là, du fait que là, en haut, il y a la radioactivité standard. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les reculs électroniques. Et les reculs nucléaires sont là. Pour des raisons de commodité, la moyenne des reculs nucléaires, c'est la ligne rouge. Et vous voyez qu'elle est relativement bien séparée de la radioactivité standard, mais pas de façon parfaite. Hein, la séparation est à hauteur de... Le maximum qu'on arrive à faire pour le moment, c'est 99, il reste 3 pour 1000, hein, à peu près. Hein, personne, je crois, n'arrive à faire mieux que 3 pour 1000 dans le cas du xénon. C'est-à-dire que quand vous voulez vraiment aller très très loin en sensibilité à des reculs nucléaires de WIMPs, il faut, pour les taux dont j'ai parlé, c'est-à-dire quelques interactions par tonne et par an, il faut arriver à un facteur supplémentaire, parce qu'il reste de la radioactivité dans ces objets, et ce facteur supplémentaire est dû à la grande masse et au fait qu'on va faire, c'est la logique que je montrais tout à l'heure, it's quite in the middle, c'est-à-dire que c'est tranquille au centre, le système s'auto-blinde et arrête la radioactivité au centre, c'est suffisamment calme dans la radioactivité parce que tout a été arrêté par le xénon qui est relativement opaque à la radiation incidente, le peu de radiation incidente qui y reste. Et donc l'étape suivante, là pour le moment, ils sont avec xénon 100 avec un blindage tout à fait similaire à celui que j'ai montré, c'est-à-dire plomb, cuivre et polyéthylène
l'étape suivante qu'ils sont en train de construire avec ce qu'ils appellent xénon 1 tonne. Donc là, ils ont en fait 3 tonnes de xénon et presque 1 tonne de masse active. Donc on passe vraiment au-delà de ce que Edelweiss peut faire avec 30 kg de germanium. Mais vous voyez que l'expérience Lux dont je parle, qui donne le meilleur résultat mondial, c'est quand même 2 ans à 500 kg. Et ça, donc, en fait, 1 an de germanium de 20 à 30 kg, c'est équivalent à... Donc, en fait, il faut se méfier un petit peu dans les masses. Hein. C'est-à-dire que les expériences sont encore à peu près la même sensibilité aujourd'hui. Mais ça, donc, on pense que dans 2 ou 3 ans, cette expérience-là sera probablement la meilleure, la plus sensible au monde. Et un des enjeux, évidemment, c'est d'arriver à détecter un seul photon, un seul électron, et donc ça pousse à la limite les techniques de détection. Voilà. Donc il me reste une petite quinzaine de minutes. Là, je vais essayer de ne pas trop dépasser le temps. Ça, c'est quelques illustrations pour vous détendre un peu et vous montrer. Donc des gens dans des salles blanches, des matériaux ultra purs, du cuivre ultra pur, du téflon ultra pur, des matériaux légers, en général, on arrive assez bien à les purifier, et puis des détecteurs de photons extrêmement optimisés, faits par Hamamatsu, un producteur japonais. Et à la fin, quand vous utilisez non seulement le rejet de la radioactivité, mais aussi l'auto-blindage et la détermination de la position, c'est ce que je disais tout à l'heure, la moto dont je parlais tout à l'heure, It's Quite in the Middle, qui est d'ailleurs inventé par un de mes anciens étudiants, qui est, voilà, c'est le principe du blindage, et on arrive à une meilleure performance mondiale qui dépasse celle des germanium actuellement. Alors, brièvement, les 2 derniers points que je vais aborder, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de l'annihilation des WIMPs et de la détection indirecte. Alors, je veux bien en parler, mais là aussi, un peu comme pour Dama, je risque de dire un peu des méchancetés. Alors, le raisonnement que je ferai, c'est trop d'alerte égale pas d'alerte. C'est là, comme la chef de M. Seguin, on crie au loup, et puis à la fin, plus personne ne vient parce que... là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins une dizaine de signaux. Là, j'en ai mis quelques-uns. Pamela, Attic, certains sont encore discutés aujourd'hui. Le signal d'intégrale, le signal d'Egret, le signal d'AMS récemment. À la fin, le signal de Fermi, mais surtout pas analysé par les gens de Fermi eux-mêmes, qui ne revendiquent pas un signal de matière noire. Voilà, donc, du coup, je n'ai pas mis le signal de Fermi parce que je ne voulais pas me brouiller avec les gens de Fermi, qui sont mes anciens collègues. Mais il y a quand même un paquet de détections. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous observez un signal astrophysique, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à avoir un signal non standard d'annihilation de particules. Pourquoi? Parce que les WIMPs, si c'est des neutralinos, c'est leur propre antiparticule. C'est ce qu'on appelle des particules de Majorana. Donc, si elles s'accumulent en un endroit, elles s'annihilent. Donc, on peut chercher des signaux d'annihilation. Alors, il y a 2 problèmes à ça. Il y a le fait que, naturellement, on ne tombe quasiment jamais sur un truc clair, c'est-à-dire toute l'énergie est dans l'énergie de gamma, c'est-à-dire annihilation gamma-gamma, hein, pour des raisons de physique. La deuxième raison, c'est que donc le signal va être délavé et a des énergies pas bien identifiées. Alors, on peut chercher des bosses, c'est ce que les gens ont cherché, mais le problème, c'est que la matière elle-même crée des gammas, et que quand vous allez avoir une accumulation de WIMPs, il va y avoir aussi une accumulation de matière, parce que sinon les WIMPs ne sont pas accumulés. Et donc, on va avoir les deux en même temps, et on peut confondre les deux. Et cette dizaine de signaux qui sont très disparates les uns dans les autres, il faut qu'il y en ait au moins 9 sur 10 qui soient faux. Il y en a peut-être au plus un qui est vrai dedans. Et dans ce cas-là, il faut expliquer pourquoi ceux qui sont faux, on les a observés, et on n'a pas su détecter que c'était des faux signaux. Un exemple que je peux donner, c'était Kangaroo, qui voyait une espèce de fin de bosse avec une fin de spectre très brutale. Et puis, quand on a regardé plus précisément avec l'expérience franco-allemande, ou largement franco-allemande S, qui était beaucoup, beaucoup plus précise, hein, si vous regardez les barres d'erreur par rapport à l'expérience Kangaroo, on n'a jamais vu ça. C'était pas du tout la même chose. C'était un spectre beaucoup plus plat et beaucoup plus compréhensible.
Alors, pour rebondir sur la dernière phrase de Françoise tout à l'heure, sur le fait que je m'intéresse à autre chose aujourd'hui, ce qui est gentil pour moi, parce que je ne sais pas si je fais encore de la physique beaucoup, mais enfin, j'essaie d'en lire encore un peu et de discuter avec certains des gens qui sont ici. Je vous rappelle qu'il y a une surprise qui est la gravité répulsive. Pour moi, dès que je l'ai vu, alors je n'y ai pas cru tout de suite, je crois, même si c'est Rénal Pain, par exemple, était dans l'expérience dans le papier de découverte en 98. Et donc il était à Berkeley à ce moment-là. Je ne sais pas, il a fallu 2000-2001 pour qu'il y ait la conférence de Santa Monica aux États-Unis, qui a vraiment, là, il y a eu une transition de phase où les gens se sont dit que c'était probablement vrai, et puis les données se sont accumulées, et maintenant, quelque part, plus personne ne cherche à contester le fait qu'il y ait quelque chose de non standard, dans le sens, quelque chose de complémentaire à une simple terme de matière. Voilà. Alors, vous avez vu le partage, c'est-à-dire 68-32. Donc, il y a plus des 2 tiers de l'énergie de l'univers qui semble résider dans une composante répulsive. Qu'est-ce que c'est? Alors, je passe, je veux bien montrer un joli petit truc, mais vous connaissez le principe. On a trouvé un certain nombre de chandelles standards. Ces chandelles standards, les supernovae de type 1A, elles permettent, pourquoi ça ne passe pas, on les observe, elles sont a priori relativement reproductibles, on les observe en fonction de leur décalage, ce qu'on appelle les distances de luminosité, en fonction du redshift, du décalage vers le rouge, du Z, paramètre Z. Et on exclut maintenant de façon très forte le modèle oméga égale 1 avec juste un terme de matière, cosmologie d'Einstein de Sitter. Donc, l'explication de ce que j'avais montré tout à l'heure, et ça c'était la même figure que tout à l'heure, où vous voyez une composante répulsive ou effectivement répulsive de l'ordre des 2 tiers, elle reste à faire. Et du coup, effectivement, pour une raison que je vais indiquer dans un transparent après, je pense qu'il y a un côté très non naturel. Et j'étais dans cette conférence de 2000 auquel je fais référence là à Santa Monica, et il se trouve qu'il y avait Wheaton et surtout Weinberg qui était Weinberg devait être à 2 mètres de moi, et je le voyais hocher la tête en se disant comment diable est-ce que c'est possible une constante cosmologique. Et il a dit explicitement, je ne me souviens plus si c'était au micro ou pas, mais je l'ai entendu dire s'il faut vraiment une constante cosmologique. Et pour lui, alors je vais essayer de rappeler pourquoi c'est improbable, c'est que ça nécessite, dans un univers où il n'y a que des termes positifs, un fine-tuning, un ajustement des termes absolument phénoménal, qui est quand même extrêmement difficile à comprendre. On peut discuter si c'est 60 ou 120 ordres de grandeur, mais quand même un ajustement absolument phénoménal. Donc il faut certainement utiliser nos ménages pour essayer de trouver des alternatives. Donc, conclusion partielle, et puis après je montre une figure intermédiaire, et puis je finis sur les vraies conclusions. Qu'est-ce qu'on a appris là? C'est que, donc, on a maintenant, dans le cadre d'un modèle, je répète ça parce que pour les gens, peut-être, c'est pas. On se dit, oui, on sait que. Mais en fait, même les gens de Planck ont, à mon avis, très très bien caractérisé le fait qu'ils faisaient un modèle en termes d'un certain nombre de composantes et d'un certain nombre d'hypothèses. Et après, ils constatent que la description de ces termes de composantes, avec ces paramètres, 6 ou 7 ou 8, ça dépend comment on compte, est remarquablement, s'ajuste remarquablement aux données avec une précision impressionnante, sans très très peu de tension. À la limite, une fois qu'on a analysé mieux les données, enfin on va voir les prochains résultats, mais pratiquement sans tension. Donc on est obligé de prendre en compte que certains paramètres, les meilleurs paramètres, on les mesure à une précision de 1 pour 1000, et les paramètres dérivés dans le cadre de ce modèle, qui peut être faux, qui peut être vrai, mais qui est impressionnant par son ajustement, sont au niveau de 1%. On ne peut pas éviter ça. C'est ça la science, c'est de mettre en compétition les observations avec les modèles et puis de voir jusqu'à quel moment ça marche.
Donc ça, vous voyez que ces termes-là, 4,9% ou 4,8% de matière nucléaire versus le reste, donc 16% de la matière, il faut trouver les 84 autres pourcents. Vous pouvez discuter, savoir si c'est 83 ou 85, mais c'est de cet ordre de grandeur-là. Et donc le candidat naturel, c'était le neutralino de la supersymétrie, parce que directement, avec les sélections efficaces de l'interaction, enfin, on ne cherche pas juste pêche à la ligne ou le système de la lumière sous le lampadaire. Vos clés ne sont pas tombées là, mais il y a de la lumière, donc vous cherchez là. C'est vraiment qu'il y avait une raison au départ, a priori. Et j'ai essayé de la résumer dans cette histoire de miracle des WIMPs. Alors, malheureusement, on peut dire qu'effectivement, il faut regarder absolument avec le doublement, quasi-doublement de l'énergie au LHC qui redémarre, là, dont les premiers tests se font actuellement, qui va passer de 7 à 13 TeV d'énergie totale, mais ni dans les laboratoires souterrains. Alors là, on est en train de passer, je n'ai pas montré la zone de focus point, mais c'est-à-dire que dans les premiers modèles de supersymétrie, ceux qu'on regardait au début des années 2000 étaient très très improbables, il fallait beaucoup d'optimisme pour y croire. Mais là, la sensibilité de Lux tombe et exclut un grand nombre de modèles qui sont dans le cœur de ce qu'on attend dans la supersymétrie et on n'observe rien. Alors, comme l'a montré François, il peut y avoir dans le bestiaire de la physique des particules, les physiciens des particules ayant à peu près autant d'imagination que les astrophysiciens, ils peuvent trouver des gravitinos et des choses abominables pour les expérimentateurs qui ne soient jamais vus. Mais voilà, il y a quand même, disons, pourquoi ça serait purement un gravitino et pas le côté neutralino, ça c'est quand même assez difficile à observer. Alors après, la physique, quelquefois, est méchante avec vous et ne vous autorise pas toujours à détecter ce que vous attendez. Alors pourquoi, à mon avis, il y a plusieurs façons de présenter l'argument, mais une façon que j'aime bien, c'est que, vous voyez, dans l'univers en fonction de son facteur d'échelle, avec 1, c'est aujourd'hui, vous voyez qu'on a une époque exceptionnelle. La matière qui était dominante pendant une assez brève période va devenir négligeable et commence à devenir négligeable dès maintenant, parce qu'elle est aujourd'hui à 1/3, alors que l'énergie noire qui croît brutalement va passer à quasiment 100%. Il y avait une zone où la matière jouait essentiellement pas de rôle, c'était le rayonnement qui était... à chaque fois qu'une nouvelle espèce un peu massive arrivait, la matière reprenait brièvement un peu la parole, mais très très peu. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, hein, le terme de matière. Il devrait y avoir des petites sautes de temps en temps, mais je ne rentre pas dans les détails. En gros, c'est quand même l'idée générale, c'est qu'à très haute énergie, la matière est négligeable, et vous avez 3 périodes où vous avez le rayonnement totalement, et puis les autres, on s'en fout complètement. La matière, les autres, on s'en fout complètement, et puis maintenant l'énergie noire, et on va s'en foutre complètement des autres. Et ça, quelque part, c'est pas... L'autre façon de la poser, c'était la façon de Weinberg, c'est pourquoi diable l'univers, alors que son temps caractéristique est le temps de Planck, 10 puissance moins 44 secondes, ne se réeffondre-t-il pas ou n'explose-t-il pas dans un temps caractéristique de 10 puissance moins 44 secondes? C'est la même façon, évidemment, de poser plus ou moins cette question. Donc, les deuxièmes conclusions, c'est... il faut regarder si la description du modèle standard cosmologique est la bonne. Et c'est sûr que moi j'avais proposé il y a quelques années un modèle très iconoclaste en principe, mais qui quelque part a un sens physique assez profond parce qu'il est relié aux idées de la supersymétrie. Vous acceptez des termes de masse négative. Et quand j'ai commencé à en parler dans la fin des années 80, tout le monde me riait au nez, y compris des gens de Meudon, que je ne citerai pas par charité. Mais à partir du moment où on admet et on est obligé d'admettre aujourd'hui qu'il y a des termes de pression négative et des termes d'énergie, il faut peut-être aussi se poser la question des masses négatives en un sens particulier. Et donc le modèle présenté, vous pouvez l'imaginer parce qu'il existe dans la physique des solides, c'est des électrons et des trous. C'est le modèle de Dirac, c'est pour ça qu'on en avait parlé. Et je sais que Françoise... Luc ont un peu des idées, essayé de travailler autour d'idées similaires où on réfléchit à la structure du vide qui, à la fin, pourrait peut-être expliquer le monde, dans la mesure où il y aurait le vide lui-même, aurait cette structure dipolaire.
ça permettrait d'expliquer la gravité modifiée. Et peut-être que tout ça s'unifie de façon élégante. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. 18h30.